Ma présentation d'aujourd'hui s'appelle, aura lieu en deux parties. Le titre général, ça s'appelle The Many and the Few, c'est-à-dire le grand nombre et le petit nombre. Et le sous-titre, c'est Économie politique aristocratique versus économie politique républicaine aux États-Unis, 1790-1793. Alors, dans mes articles précédents, dans mes papiers précédents, mes présentations précédentes sur le républicanisme aux États-Unis dans la décennie révolutionnaire, j'avais dans un premier temps étudié le débat sur la nature de la jeune République par le biais du cérémonial lors de la mise en place du gouvernement fédéral en 1789 et 1790. Par la suite, j'ai présenté la réception de la première partie de Rights of Man de Thomas Paine aux États-Unis en 1790 et 1791, et notamment le débat pour et contre la critique de Paine par John Quincy Adams Publicola, débat qui posait à nouveau la question de la nature de la République américaine au regard de la Constitution britannique et de la Révolution française. Alors aujourd'hui, je poursuis ce travail de manière chronologique, puisque je vais m'intéresser à l'émergence de ce qu'on peut appeler une économie politique républicaine. Ce n'est pas moi qui utilise cette expression, c'est un historien américain qui s'appelle Drew McCoy, qui a écrit un bouquin il y a quelques années qui est très intéressant sur cette question-là. Et donc, on peut dire qu'émerge une espèce d'économie politique républicaine en 1790, 92, 93, chez un certain nombre de commentaires critiques de la politique économique et financière du gouvernement fédéral américain. Et à travers cette question, c'est une fois de plus la question de la nature de la République qui est posée à travers ce qu'on appellerait, nous, dans notre langage actuel, des projets de société différents et concurrents. Alors, dès 1789, des critiques s'élèvent contre la politique économique du secrétaire d'État au Trésor, donc l'équivalent d'un ministre des Finances. Il s'agit de Alexander Hamilton. Ces critiques s'accentuent en 1790 et 1791 jusqu'à provoquer l'apparition de ce que James Madison et Thomas Jefferson commencent à appeler au printemps 1792 le Parti républicain. C'est une expression qui apparaît à ce moment-là. Ils utilisent aussi en anglais une autre expression qui est le Republican Interest. Je reviendrai un peu plus tard sur le sens de ce terme. Ces débats se poursuivent en 1792 et au début de 1793, en relation avec l'évolution économique et sociale qui marque les premières années de la République fédérale. Alors donc, aujourd'hui, je vous présenterai la première partie de cette présentation, c'est-à-dire que je vais d'abord parler de ce qu'on pourrait qualifier d'économie politique aristocratique de Hamilton. Pourquoi ? Parce que c'est en partie en réaction à cette politique économique aristocratique que Jefferson, Madison, d'autres comme George Logan, dont je parlerai la prochaine fois, et ceux qu'on appelle les républicains, élaborent leur propre conception d'une économie politique républicaine concurrente. Alors je vais être assez synthétique, parce que c'est des problèmes des problèmes économiques un peu techniques autour de la question de la dette publique, autour de la question d'une banque nationale et autour des manufactures d'État que propose Hamilton. Ce sont des problèmes assez techniques et assez compliqués, mais je vais essayer de simplifier évidemment. Alors, dans l'article papier, j'insérerai une deuxième partie où j'expliquerai comment se présente le Republican Interest, comment se construit ce parti républicain, cet embryon de parti républicain. Mais je n'aurai pas le temps de le faire à l'oral, donc il faudra vous reporter au texte écrit quand on le mettra en ligne. Et donc, la prochaine fois, dans ma deuxième intervention, je m'intéresserai notamment aux écrits de George Logan, de John Taylor et de James Madison, qui sont publiés dans des journaux d'abord. Moi, c'est dans ces journaux-là que je les ai abordés. Ces ouvrages et ces articles reprennent et synthétisent l'ensemble de la critique républicaine de l'économie politique hamiltonienne, qu'ils qualifient d'économie politique aristocratique, et ils développent des pistes pour une politique alternative. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils s'appuient non seulement sur la tradition républicaine radicale anglaise, celle de la fin du XVIIe siècle, mais que cette tradition anglaise est actualisée par Paine dans la deuxième partie de Rights of Man, qui paraît en 1792, mais il s'inspire aussi évidemment de l'expérience française, de l'expérience de la Révolution française, pour élaborer cette économie politique républicaine. C'est-à-dire qu'on a toujours, comme toujours, depuis que j'étudie ces textes, je me rends compte de la même chose, c'est-à-dire qu'on a vraiment une circulation entre France, Angleterre et États-Unis de ces discussions, de ces débats politiques
qu'il soit théorique sur la nature de la République ou qu'il soit dans le domaine de l'économie politique. C'est cet aspect de la circulation qui m'intéresse beaucoup. Alors donc, je commence cette première partie que j'ai intitulée « Une économie politique au service du few », le few, c'est-à-dire le petit nombre, deux points, le système fisco-financier de Hamilton. Alors, je suis obligé de revenir un petit peu sur la période antérieure pour que vous compreniez quels sont les enjeux économiques et politiques de ces débats. Pendant la guerre d'indépendance américaine, le Congrès a été obligé de se tourner vers des banquiers étrangers, des Français surtout, mais aussi des Espagnols et beaucoup de Hollandais, pour financer la défense des États-Unis, pour acheter des armes, pour acheter des fournitures, etc. Ils avaient aussi émis une quantité très impressionnante de bons, de dettes, des certificats de dette, de papier-monnaie. Tous ces titres avaient un cours fluctuant pour payer les soldes des officiers, des hommes de troupes, mais aussi les provisions achetées aux fournisseurs, aux fermiers, etc. Donc on avait besoin d'argent et pour ça, on a emprunté sur les marchés européens et on a créé de la monnaie, on a créé de la dette. Par ailleurs, chacun des 13 États fédérés avait fait la même chose, à des degrés divers. Certains États ont beaucoup emprunté parce qu'ils ont beaucoup eu de combats sur leur territoire, d'autres États ont moins emprunté. Et donc, il y a eu chaque État, indépendamment du Congrès continental, chaque État avait sa dette propre. En effet, la particularité des États-Unis, enfin des économies d'Amérique, c'est qu'il n'y a pas, ou quasiment pas de production numéraire d'or et d'argent. Donc, c'est une économie qui, depuis fort longtemps, fonctionne avec les espèces qui arrivaient finalement de l'Empire espagnol via les Anglais. C'est-à-dire que l'usage du papier-monnaie, l'usage de la dette, l'usage du bon de la dette, était très courant. Et donc, non seulement le Congrès continental avait fait des dettes, non seulement les États avaient fait des dettes, mais les individus eux-mêmes avaient fait quantité de dettes. Alors, pendant la guerre, et surtout dans les années qui ont suivi, ces bons, ces certificats, ces billets de banque ont circulé. Ils ont servi de moyen de paiement de papier-monnaie et ils ont changé de main très souvent parce que les soldats et les petits fournisseurs aux abois étaient obligés souvent de se débarrasser de ce papier-monnaie pour une partie de leur valeur seulement. Donc, des financiers en petit nombre avaient flairé les bonnes affaires et avaient massivement racheté aux propriétaires originels ces bons de la dette, ces titres financiers, accumulant une montagne de titres à l'issue de la fin de la guerre. Et donc, un marché spéculatif de la dette, ou des dettes, dont le centre était New York, le centre principal c'est à New York, ensuite Boston et Philadelphie. Donc, un marché spéculatif s'était constitué autour de la dette extérieure et intérieure des États-Unis et de celle des États fédérés. Et donc, un important et très influent groupe de financiers autour de Robert Morris. Robert Morris, c'était le grand financier argentier du Congrès continental et par ailleurs, c'était le mentor d'Alexander Hamilton en matière économique. Et donc, ces financiers attendaient avec impatience que le nouveau gouvernement fédéral, donc, qui est créé en avril 1789, que ce nouveau gouvernement fédéral statue sur les modalités et la durée du remboursement de cette masse de dette. Alors, cette masse de dette qui s'élevait approximativement à l'époque à 27 millions de dollars, à peu près, auquel s'ajoutaient environ 13 millions de dollars d'intérêts cumulés. C'est-à-dire qu'on a une dette de 40 millions de dollars, alors ce qui apparaît pas forcément énorme aujourd'hui, mais qui à l'époque est une dette absolument colossale. Quand on pense que les revenus annuels des États-Unis sont aux alentours de 3 ou 4 millions de dollars. Donc 40 millions de dollars, c'est 10 fois à peu près les revenus annuels du gouvernement américain. Donc ce réseau de spéculateurs et de financiers, à peu près 15 000 personnes, hein, l'historien américain qui s'appelle Elmore James Ferguson estime que ça regroupe à peu près 15 millions de personnes. Ces 15 000 personnes possédaient la quasi-totalité de la dette intérieure en 1789. Et donc, il faisait pression sur les hommes pressentis pour faire partie du nouveau gouvernement fédéral et certains des responsables politiques et des députés pour obtenir évidemment les meilleures conditions possibles du remboursement des dettes. Et un certain nombre de responsables politiques et de députés eux-mêmes d'ailleurs participaient directement ou indirectement par leur famille, par leur réseau personnel, à ce marché spéculatif. Par exemple, le futur ambassadeur américain en France et très contre-révolutionnaire, gouverneur Morris, était particulièrement impliqué dans le refinancement de la dette américaine en France et en Hollande. Un autre personnage intéressant, c'était William Dewar, D-U-E-R,
qui était l'assistant d'Alexander Hamilton, était lui aussi un de ces hommes clés de la circulation des informations entre les financiers et le gouvernement. Donc on avait vraiment des gros conflits d'intérêts entre le gouvernement d'un côté et les financiers de l'autre. Alors les élites américaines voyaient avec frayeur les milieux populaires exiger dans plusieurs États, notamment la Pennsylvanie, le cours forcé du papier-monnaie qui avait circulé pendant la guerre, puisque la valeur du papier s'étant cassé la figure, évidemment, les salaires et les revenus des couches populaires qui étaient beaucoup en papier, ces revenus avaient diminué. Et donc, un peu partout, les revendications populaires portaient sur le cours forcé de la monnaie, comme il y aura pendant la Révolution française, le cours forcé de l'assignat. Une autre revendication populaire, c'était un moratoire, voire une diminution forcée des dettes des particuliers, et un contrôle des prix basé sur ceux d'avant-guerre, donc une espèce de maximum, en quelque sorte, là aussi une pratique qu'on retrouve dans la Révolution française. Et donc, les artisans, les couches populaires réclamaient des mesures pour soutenir le papier-monnaie. Pour l'élite propriétaire des États et le gouvernement fédéral, il n'est évidemment pas question d'imposer le cours forcé du papier-monnaie, et il n'était pas question de limiter la liberté du commerce ou de remettre en cause ce qu'ils appelaient la sanctity of contract, c'est-à-dire la sainteté, le caractère sacré des dettes. Et donc, quand le gouvernement fédéral est investi en avril 1789, les premiers débats au premier congrès des États-Unis sont consacrés à cette question urgente et à la question des revenus du nouveau gouvernement. Alors, Hamilton est chargé, le 21 septembre 89, de présenter un rapport au Congrès sur le crédit national. Ce rapport est présenté devant la Chambre des représentants en janvier 1790. Alors, Hamilton part du principe que l'honorabilité internationale et le crédit des États-Unis impliquent de rembourser au plus vite une partie de la dette, en tout cas celle qui est due aux créanciers extérieurs. Ne pas le faire, d'ailleurs, et là-dessus la plupart des députés sont d'accord, ne pas le faire aurait compromis les chances du nouveau gouvernement de pouvoir se financer sur les marchés européens, ce qui était absolument nécessaire parce que, comme je vous l'ai expliqué, on manquait de fonds et de capitaux en Amérique. Donc, sur ce point-là, à peu près tous les députés et sénateurs sont d'accord. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'on doit faire de la dette intérieure ? Le fait qu'on ait choisi Alexander Hamilton comme secrétaire d'État au Trésor était déjà quand même une petite indication, puisque on savait très bien qu'Hamilton, par le biais de Robert Morris, par le biais de William Dewar, était lié au milieu des financiers, donc on savait que, grosso modo, sa politique serait plutôt favorable aux financiers. Alors faisons une petite parenthèse sur Alexander Hamilton. Alexander Hamilton se situe clairement dans une tradition politique qui est celle de Mandeville et de Hume, qui fondent l'ordre social sur le jeu des intérêts matériels individuels. Le but de la politique pour Hamilton, c'est de réaliser l'harmonie des intérêts matériels par le gouvernement des passions. Comme l'intérêt personnel, selon Hamilton, est à l'origine de la propriété, de l'industrie et du commerce, les buts essentiels de la société politique sont donc la protection de la propriété et de la liberté civile. Et donc le républicanisme de Hamilton, parce qu'il réaffirme à plusieurs reprises qu'il est bien un républicain, parce qu'on l'accuse très souvent d'être un faux républicain ou un vrai monarchiste, son républicanisme se limitait en fait à l'égalité des droits civils, à la disparition des distinctions héréditaires et à un système électif pour choisir des dirigeants. Donc pour Hamilton, le républicanisme, c'est avant tout une forme de gouvernement, avec ou sans roi d'ailleurs. Il ne nie pas qu'il puisse exister des républiques avec un roi, et ça lui, et l'idée le satisfait plutôt. Donc une forme de gouvernement adaptée à une société dans laquelle il n'y a pas de noblesse, dans laquelle il n'y a pas de privilèges héréditaires, et dans laquelle le seul élément démocratique, c'est l'élection des représentants par la nation. Donc c'est ça le républicanisme de Hamilton. De ce point de vue-là, Hamilton considérait que le gouvernement mixte à l'anglaise, mixte au sens où il y a le roi, les communes et les lords, ce gouvernement à l'anglaise était l'une des formes les plus parfaites du gouvernement républicain, mais qu'il ne pouvait pas s'appliquer en Amérique du fait des spécificités de la société coloniale, puisqu'il n'y a pas de noblesse en Amérique et qu'il n'y avait plus de roi. Donc, pour Hamilton, ce qui fait l'efficacité, la supériorité du gouvernement républicain, ce n'est pas la vertu, ce n'est pas la morale,
c'est pas l'égalité, c'est son efficacité et sa capacité à assurer et à canaliser le jeu des passions et des intérêts des différentes classes de la société au service de la prospérité et surtout des plus riches. Pourquoi les plus riches? Parce que ce sont les plus éduqués et donc les mieux à même de gouverner. Alors, on est clairement chez Hamilton dans une espèce d'aristocratie des riches, comme dirait Grégoire ou Robespierre pendant la Révolution française. Et pour lui, c'est ça le républicanisme. Alors, je vous avais présenté auparavant les théories de John Adams, qui lui fondait sa théorie politique sur une espèce d'anthropologie de la distinction, avec une grande insistance sur les titres, sur les hiérarchies sociales, les hiérarchies cérémonielles. Hamilton n'est pas du tout attaché, enfin très peu attaché à cette idée de titre et à l'idée d'aristocratie naturelle. Il est très attaché à l'aristocratie de la richesse. Pour lui, pour Hamilton, pour Adams aussi d'ailleurs, le principal danger qui menace les républiques, c'est pas l'oppression des gouvernants, mais c'est les passions et les préjugés du many, du plus grand nombre, puisque le plus grand nombre, le many, ne peut comprendre, ne peut admettre l'inégalité de la distribution de la propriété. Et donc, ce qui est dangereux, c'est la licence populaire qui s'est manifestée pendant la Révolution américaine dans les États fédérés. Et donc, cette licence populaire doit être strictement contrôlée par un gouvernement puissant et national, c'est-à-dire au-dessus des États fédérés, gouvernement national, seul capable de mobiliser les riches pour stabiliser la société américaine. Alors, la Révolution, selon Hamilton, avait engendré une dérive populaire, et le danger qui menaçait le gouvernement, c'était l'anarchie démocratique et la tyrannie du plus grand nombre. Comme John Adams, Hamilton considérait que toute communauté politique est divisée entre le many et le few, parce que la distribution de la propriété est inégale et que, inévitablement, il existait une divergence d'intérêts et il fallait que le gouvernement puisse canaliser les passions qui découlaient de cette inégalité des intérêts. Or, pour Hamilton et pour d'autres commentateurs aussi, l'inégalité de propriété aux États-Unis ne pouvait que s'accentuer dans un processus de développement économique. Et ils considéraient tous que, à moyen terme, au bout de quelques décennies, les inégalités de propriété en Amérique allaient s'accentuer et que donc le danger des passions allait s'accentuer. Donc il fallait absolument créer des barrières légales pour protéger la propriété du plus petit nombre contre l'usurpation, la volonté usurpatrice du plus grand nombre. Et donc, l'apparition d'une aristocratie de la richesse était pour Hamilton une donnée de nature, en quelque sorte. Il fallait défendre l'intérêt de cette aristocratie en l'attachant à un gouvernement fédéral national qui dirigeait la nation et qui donnait le sens de l'obéissance à l'autorité. Dans la Convention de Philadelphie qui avait élaboré la Constitution fédérale de 1787, Hamilton s'était prononcé ainsi pour un Sénat, une Cour suprême et une présidence à vie. Pourquoi? Parce qu'il expliquait qu'une Chambre des représentants était l'élément démocratique, qu'elle était trop puissante et qu'il fallait absolument équilibrer ça par des institutions viagères. Et donc, il aurait fallu un Sénat à vie, une présidence à vie et une Cour suprême à vie. Bon, il n'a pas été suivi, il a été battu, mais il avait déclaré qu'il fallait que les riches et les well-born, les bien-nés, aient une part, je cite, distincte et permanente dans le gouvernement pour balancer l'instabilité de la populace et l'imprudence de la démocratie. Et donc, il souhaitait que les préjugés du peuple soient annihilés par le gouvernement des plus riches. Pour cela, le gouvernement devait disposer de larges moyens d'influence par le biais du patronage. C'est-à-dire que le gouvernement devait contrôler un certain nombre d'emplois dans le gouvernement, dans l'administration, pour diffuser sa conception de l'autorité et de la société. Surtout, Hamilton souhaitait que le gouvernement fédéral ait un droit de veto sur toute la législation des États fédérés et qu'il soit notamment le seul habilité à lever des milices et à diriger les forces armées. En fait, le but de Hamilton et d'un certain nombre de ses partisans, c'était de transformer le gouvernement fédéral en un gouvernement national et de faire des États fédérés des espèces de circonscriptions administratives. Or, ce n'est pas du tout le chemin qui a été choisi par la Convention de Philadelphie, puisque le système fédéral américain qui est mis en place en 87, certes crée un gouvernement national, certes crée un gouvernement avec des pouvoirs étendus, mais conserve de très puissants États fédérés, puisque les États fédérés possèdent des pouvoirs extrêmement étendus,
qui ne sont pas dévolues au gouvernement national. Donc, dans la Convention, Hamilton avait été battu. C'est l'une des raisons d'ailleurs pour laquelle il n'était pas très content de cette constitution. Il considérait qu'elle n'était pas bonne et qu'elle n'était pas assez. Elle n'avait pas créé un gouvernement assez puissant. Il considérait que l'exécutif n'était pas assez puissant et que les États fédérés législatifs étaient trop, au contraire, trop puissants. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Hamilton a refusé d'être élu au Congrès en 1789. Il a préféré occuper un poste clé, le poste clé de secrétaire d'État au Trésor, parce qu'il pensait que c'était dans le gouvernement, dans le pouvoir exécutif, qu'il fallait intervenir pour faire du pouvoir exécutif, et notamment des finances, le cœur du gouvernement. Voilà, fin de la parenthèse sur Hamilton. Donc on voit un républicanisme qu'on pourrait qualifier entre guillemets de moderne, si on prenait en compte l'opposition entre le républicanisme des modernes et des anciens. Alors, dans son premier rapport sur le crédit public, donc qui est présenté en 90, Hamilton propose de créer une dette nationale consolidée qui regroupe non seulement les titres de la dette du Congrès, mais aussi ceux de la dette des États fédérés. C'est ce qu'on appelle alors l'assumption de la dette. En français, on peut traduire ça par reprise de la dette, c'est comme ça qu'on dirait aujourd'hui. Et donc, à rebours de toute la tradition républicaine Whig, Hamilton affirmait qu'une dette nationale, si elle n'était pas excessive, était national blessing, c'est-à-dire une bénédiction nationale. Hein, dans toute la théorie politique républicaine Whig traditionnelle, il y a une détestation de la dette nationale. Et au contraire, Hamilton lui défend l'idée du dette nationale. L'État fédéral reprenait à son compte l'ensemble des titres de la dette en circulation et proposait aux détenteurs, c'est-à-dire aux financiers, de nouveaux bons de la dette portant intérêt, ce qui permettait d'échelonner cette dette et de refinancer le gouvernement fédéral. Alors, ce projet a suscité des débats et des oppositions et a été amendé, et il est devenu une loi le 4 août 90. Alors, je vous ai expliqué tout à l'heure que la plupart des porteurs originels des bons les avaient vendus à bas prix, et donc qu'en 89, ces bons étaient possédés en quasi-totalité par des spéculateurs. James Madison pose dans la Chambre des représentants la question de savoir s'il ne fallait pas indemniser les porteurs originels en même temps qu'on rembourserait les actuels propriétaires des titres. Donc, il propose une loi qui va opérer une discrimination, c'est le terme qu'il utilise, entre les différents groupes de porteurs, c'est-à-dire on allait indemniser d'abord les soldats, les officiers, les petits fournisseurs, les fermiers qui avaient rendu des services pendant la guerre, qui avaient été obligés de vendre leurs bons à bas prix, et on donnerait aux détenteurs actuels, c'est-à-dire aux financiers, des bons avec un intérêt réduit par la première indemnisation. Donc l'idée de Madison, c'était de ne pas spolier les porteurs originels de la dette au bénéfice des financiers et à réduire en quelque sorte les effets sociaux de la spéculation sur la dette. Mais Hamilton et ses partisans font échouer la proposition de Madison, qui est battue par 36 voix contre 13, au nom de la sanctity of contracts, voilà, de la sainteté des contrats. Alors un certain nombre de pamphlets et d'articles de journaux prennent la différence de Madison en faveur des soldats et des officiers et dénoncent les spéculateurs qui sacrifient le many au bénéfice du few. Finalement, dans la loi qui s'appelle le Founding Act du 4 août 90, il n'y aurait pas d'indemnisation des porteurs originels, mais une reprise des bons aux financiers à une valeur assez conséquente. Ceux-ci pouvaient se faire rembourser en partie en numéraire et réaliser souvent des plus-values assez juteuses, ou en partie des bons de la dette consolidée, donc des nouveaux bons, qui porteraient intérêt à 4 ou 6% selon les formules choisies. Et pour rembourser cette dette, on allait créer des revenus fiscaux spécifiquement affectés à ce paiement. C'est-à-dire on crée des impôts pour rembourser la dette. Le deuxième débat avait des conséquences encore plus importantes et suscitait encore plus d'opposition. C'était le débat autour de l'assomption de la dette. En effet, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les 13 États fédérés avaient des niveaux d'endettement très inégaux. Certains, comme la Virginie, le Maryland, la Caroline du Nord et la Géorgie, donc plutôt des États du Sud, avaient déjà remboursé une partie de leurs créanciers. D'autres, notamment le Massachusetts ou la Caroline du Sud, avaient encore des dettes très importantes. Par ailleurs, le problème de l'assomption posait un problème politique puisqu'il concentrait la dette au niveau fédéral. Et pour James Madison, cette concentration était dangereuse puisqu'elle permettait au gouvernement fédéral de prendre la main sur la finance des États fédérés
et limiter de facto la souveraineté des États fédérés, puisque seul l'État fédéral pouvait lever des taxes pour le paiement de la dette. Par ailleurs, les opposants à cette assumption soupçonnaient à juste titre Hamilton de chercher à créer une dette perpétuelle à l'image de la dette de la Banque d'Angleterre, hein, qui avait été créée à la fin du XVIIe, début du XVIIIe, permettant aux financiers et aux spéculateurs d'aspirer les revenus fiscaux de la nation à leur profit. L'assumption risquait, par ailleurs, de faire renchérir la valeur des bons de certains États fédérés, puisque si on avait remboursé cette dette de manière locale, ça aurait coûté moins cher que de la faire rembourser au niveau fédéral. Et donc, Jefferson, par exemple, expliquait que l'assumption de la dette, la reprise de la dette des États fédérés, allait augmenter au moins d'un tiers le coût total de la dette au bénéfice des spéculateurs. Donc cette opposition était particulièrement forte en Virginie, d'une part parce que la Virginie avait déjà remboursé une grande partie de la dette, mais aussi parce qu'elle représentait 1/5 de la population et 1/3 de son commerce extérieur. Et donc la législature de Virginie s'opposa à l'assumption, appela les autres États à faire de même, mais sans succès. Finalement, après de très longs débats, la majorité du Congrès vote l'assumption pour environ 21,5 millions de dollars de dette. Et Madison et Jefferson négocient avec Hamilton une espèce de pacte de dupes. D'ailleurs, ils l'ont reconnu plus tard que ça a été l'une des pires erreurs politiques de leur carrière. Ils ont accepté finalement de voter l'assumption en échange du transfert de la capitale fédérale de New York, qui était le centre de la spéculation, vers le sud, c'est-à-dire sur le site du Potomac, sur le site de la future ville de Washington, qui n'était pas encore construite, puisqu'il y avait encore une espèce de marais. Alors, une autre des questions cruciales posées dans le premier congrès de 89, c'était la question des revenus du gouvernement fédéral. D'où venaient ces revenus? La plus grande partie de cet argent venait des droits de douane, des droits de tonnage, comme on disait, notamment du commerce avec la Grande-Bretagne, puisque le commerce avec la Grande-Bretagne était le commerce le plus important des États-Unis. Pour Hamilton, ces revenus étaient indispensables à l'existence même du programme nationaliste. C'est-à-dire qu'évidemment, il n'était pas question de taxer les produits anglais, puisque taxer les produits anglais, trop lourdement, ça ferait fuir le commerce anglais, et donc ça ferait diminuer de facto les revenus du gouvernement. Et donc, Hamilton refusait les discriminations commerciales, c'est-à-dire qu'il refusait qu'on taxe plus fortement les produits anglais pour développer l'industrie américaine. Donc, il considérait que fonder la dette permettait de la placer dans la main de marchands qui étaient engagés sur le marché mondial et qui étaient des forces dynamiques de l'économie. Donc, on peut dire que chez Hamilton, il y a une espèce de théorie américaine du ruissellement, en quelque sorte, pour utiliser l'expression actuelle, c'est-à-dire qu'il voyait les grands négociants engagés sur le marché mondial comme les représentants naturels de la nation, et ces gens-là influenceraient par le ruissellement les artisans, les manufacturiers, les fermiers, qui à leur tour rentreraient dans un système de crédit qui deviendrait véritablement national. Ce qui veut dire donc que pour s'appuyer sur les négociants, il ne fallait évidemment pas aller contre leurs intérêts et ne pas taxer trop fortement les importations. On a souvent dit que Hamilton était un anglophile, qu'il admirait beaucoup l'Angleterre, etc. C'est tout à fait vrai. Mais son anglophilie, ce n'était pas une affaire de sentiment ou d'attachement culturel, c'est un choix politico-économique, parce que les milieux financiers souhaitent une politique d'entente avec l'Angleterre et une imitation des structures de crédit et de son mode de développement industriel pour essayer de rattraper l'Angleterre à long terme. Donc, pour Hamilton, imposer des taxes sur le commerce avec l'Angleterre, c'est se tirer une balle dans le pied. Et donc, le paiement de la dette dépendait aussi des rentrées fiscales provenant des importations. C'est la raison pour laquelle Hamilton entretenait des relations très étroites, très cordiaux, avec les ministres anglais en poste en Amérique, lien qui allait jusqu'à constituer une diplomatie parallèle dans le dos du secrétaire d'État, c'est-à-dire du ministre des Affaires étrangères, qui était Jefferson. Hamilton considérait que toute tension anglo-américaine était un danger pour son plan fisco-financier et pour sa base sociale, les négociants du Nord-Est, qui étaient aussi ceux qui étaient les propriétaires de la dette. Évidemment, cette politique se heurtait à d'autres intérêts, à l'intérêt des artisans, des manufacturiers américains, mais aussi des négociants qui ne dépendaient pas du marché britannique, qui dépendaient du marché français ou hollandais ou d'autres marchés. Au contraire, tous ces gens-là réclamaient une plus grande indépendance économique à l'égard de l'Angleterre et ils demandaient des mesures de protection contre la concurrence anglaise.
Donc, pour Hamilton, la dette, le commerce et la politique fiscale formaient un système d'économie politique qui visait à renforcer les liens avec l'Angleterre. Alors, Hamilton et ses soutiens dans le Congrès se sont opposés à toute mesure de discrimination commerciale, proposée notamment par James Madison. Le système fiscal mis en place en 1790 reposait donc sur des droits de douane et sur une excise. L'excise, c'est simplement un terme générique pour parler des impôts indirects sur quelques produits. Alors, Hamilton considérait que ces revenus étaient insuffisants pour payer la dette, puisque les intérêts annuels représentaient à peu près 3 millions de dollars. Pour payer la dette sur 25 ans, il considérait qu'il était nécessaire de lever 1 million de dollars supplémentaires par an, à peu près. Le coût minimal du fonctionnement du gouvernement fédéral est estimé en 1789 à 600 000 dollars annuels. Et donc, les dépenses annuelles, c'est-à-dire dette, intérêts plus coûts de fonctionnement, il les évaluait à 4,5 millions de dollars. Or, les revenus fiscaux n'étaient que de 2,8 millions de dollars, grosso modo. Il fallait augmenter les taxes dans un pays qui s'était battu contre l'Angleterre, en partie pour les éviter, et qui, depuis la guerre d'indépendance, connaissait des troubles antifiscaux un peu partout. Donc, les mesures de 1789 annonçaient qu'on allait faire payer aux consommateurs le remboursement de la dette pour les financer. Donc, il est très clair que la politique de Hamilton visait à un transfert du poids de la dette sur les consommateurs par le biais des impôts indirects, plutôt que de taxer le commerce avec l'Angleterre. Alors, un compromis a été trouvé, finalement, avec les membres du Congrès, qui trouvaient que 6% d'intérêt de la dette, c'était un peu trop cher. Finalement, les investisseurs ont eu le choix entre 6 formules. Certains investisseurs ont perdu de l'argent à court terme, mais en réalité, leur retour sur investissement promettait d'être très juteux à moyen et long terme. L'historien américain Elmer James Ferguson a expliqué que le founding system mis en place en 1790 était une forme de compromis entre différents secteurs capitalistiques de la haute finance. Finalement, les opposants les plus radicaux au founding system étaient une petite minorité au Congrès, mais ils s'exprimaient dans la presse d'opposition et dans les milieux de l'artisanat et dans les petits fermiers, dont le ressentiment contre les spéculateurs ne cesse de croître par la suite. La deuxième partie du plan de Hamilton, présenté en janvier 1791 devant le Congrès, consistait en la création d'une banque nationale, Bank of the United States, dont le capital serait constitué en grande partie de bons de la dette. Les fonds seraient à la fois publics et privés. Le gouvernement fédéral déposerait les fonds fédéraux dans la banque et pourrait emprunter à la Banque fédérale selon ses besoins, de manière à ce que le milieu des financiers et le milieu du gouvernement soient encore plus interpénétrés. Cette banque nationale pourrait émettre de la monnaie. Et donc, les actionnaires formeraient une corporation dotée de privilèges et dotée d'un monopole fédéral. Donc, il n'y aurait qu'une banque fédérale. Cette corporation pourrait acheter et vendre tout type de biens, y compris les bons de la dette. Elle serait dirigée par un board, un bureau, et par plusieurs directeurs qui éliraient un président. Clairement, le modèle de Hamilton, c'est la Banque d'Angleterre. Pour fonder la puissance américaine, Hamilton considère qu'il faut imiter la mère patrie, enfin l'ancienne mère patrie, et construire un système de crédit national qui attire les investisseurs américains et étrangers, permettant à moyen terme la création d'une armée et d'une marine conséquente. Il est tout à fait clair là-dessus. La dette va permettre de créer une puissance militaire en Amérique. Puisque l'analyse de la situation mondiale par Hamilton était fondée sur l'idée que la puissance dominante Angleterre pouvait imposer ses lois aux États-Unis et la ruiner en temps de guerre. Il était donc nécessaire de s'arranger avec l'Angleterre, parce que de toute façon, dans le cas d'un conflit, on était certain de perdre. Alors le Congrès, malgré une forte opposition, le Congrès va adopter ce système bancaire par 39 voix contre 20. La banque est créée, on lui donne une charte pour 20 ans, avec un capital de 10 millions de dollars, dont 2 achetés à crédit par le gouvernement, qui devait rembourser cet emprunt en 10 annuités. Les 8 millions restants étaient ouverts à la souscription privée américaine et étrangère, à condition que les achats se fassent pour un quart en numéraire. Très concrètement, ça voulait dire que quelqu'un qui avait un peu de pognon de côté en numéraire pouvait acheter 4 fois la valeur de ce pognon en nom de la dette et faire de sacrés bénéfices. Un peu plus tard, le Congrès adopte un projet de loi additionnel augmentant les droits de douane sur les alcools importés et créant un impôt indirect sur les alcools distillés en Amérique. Alors, cette question de l'alcool est très importante parce que, en fait,
c'est pas que les Américains étaient particulièrement des ivrognes, c'est tout simplement que beaucoup de céréaliers, de producteurs de céréales de l'intérieur des États, ne pouvaient pas vendre leurs produits sur les marchés à cause des distances, et très souvent ils distillaient une partie du grain, et donc la vente de l'alcool distillé était une rentrée extrêmement importante pour les fermiers de l'intérieur. Donc le fait qu'on place une taxe sur ces alcools domestiques, c'était un sacré coup dur pour les fermiers. Ça a d'ailleurs provoqué des troubles et ça aboutit d'ailleurs même à une insurrection en 1794, dont je parlerai très certainement l'année prochaine ou un peu plus tard, une insurrection qui s'appelait la Whiskey Rebellion, qui a provoqué des troubles très importants. Alors le dernier volet du programme de Hamilton est présenté au Congrès en décembre 91. Il s'agit d'un rapport sur les manufactures. Hamilton propose la création d'une société qui s'appelle la Society for Establishing Useful Manufacture, la SEUM, S-E-U-M, pas tout à fait le sens qu'a ce terme chez les jeunes aujourd'hui, la SEUM dont une partie du capital viendrait de la Banque nationale et qui serait dotée, elle aussi, d'une charte à privilèges. Alors, beaucoup d'historiens américains jusqu'à ces 20 dernières années avaient tendance à présenter Hamilton comme une espèce d'industrialiste favorable au développement de l'industrie, opposé à Jefferson et à Madison, qui auraient été des agrariens partisans d'une agriculture, etc., etc. En fait, ces catégories sont fausses. Et Drew McCoy l'a bien montré. Pourquoi ? Parce qu'il était évident que la politique financière extérieure de Hamilton allait à l'encontre des intérêts des artisans et des petits manufacturiers américains qui réclamaient une politique protectionniste. De même, la bulle spéculative provoquée par le founding system en 1791 a eu pour conséquence une raréfaction du crédit pour les entrepreneurs, puisque les investissements dans la dette rapportaient beaucoup plus aux financiers que les investissements dans ce qu'on appellerait, nous, l'économie réelle aujourd'hui. Donc le programme de Hamilton sur les manufactures ne prévoyait d'ailleurs aucune aide aux manufactures domestiques, en dehors de celles qui rentraient dans le cadre de la SEUM. C'est-à-dire que Hamilton considérait que l'industrie domestique n'était pas assez productive et que ses productions n'étaient pas d'assez bonne qualité par rapport à la concurrence anglaise. Donc ça ne servait à rien de soutenir l'artisan et les petits industriels américains. Il préférait que les États-Unis s'insèrent dans la division internationale du travail dominée par l'Angleterre, et il rejetait d'ailleurs totalement l'idée d'une société égalitaire, enfin d'une société fondée sur une distribution égalitaire de la propriété, contrairement à Jefferson. Par ailleurs, il ne croyait pas qu'il était possible d'imposer aux Anglais les conditions d'un commerce équilibré. Donc, qu'on le voulait ou non, il fallait passer sous les fourches caudines de la puissance dominante et imiter son développement en favorisant les grandes manufactures, où l'on mettrait au travail les pauvres, puisqu'il explique qu'on a beaucoup d'hommes, de femmes et d'enfants du Nord-Est qui sont déjà pauvres et donc qui peuvent fort bien trouver de l'emploi dans ces grandes manufactures, dans cette grande propriété industrielle qu'il entend développer avec l'aide de l'État. Cette société, donc la SEUM, serait installée dans le New Jersey, à côté du centre spéculatif de New York. 90% des actions de la SEUM étaient des obligations d'État donnant intérêt à 6%, c'est-à-dire le même pourcentage que les intérêts de la dette. Et on limite l'activité de la SEUM au traitement du coton. C'est-à-dire qu'en fait, le but du programme de Hamilton, ce n'est pas du tout la production d'articles manufacturés du développement industriel, mais de créer un débouché pour les fonds spéculatifs venant de la dette. Parce que commence au printemps 1791 à s'accumuler les indices de l'éclatement possible d'une bulle spéculative. Au début de 1792, cette bulle spéculative menace d'exploser. En effet, le prix des actions de la banque avait augmenté très fortement, aspirant une grande partie du capital domestique disponible et provoquant une raréfaction du crédit pour les activités productives, à part pour le négoce avec l'Angleterre. Donc les actions initiales, qu'on appelle des scrips en anglais, les actions initiales de la banque valaient 25 $, leur prix grimpe jusqu'à 280 $ à New York en août 1791, donc plus de 10 fois plus. Donc on est vraiment dans une bulle spéculative. Pour contrôler cette hausse incontrôlée, Hamilton autorise la Banque de New York, une banque privée donc, à acheter pour 150 000 $ de bons de la dette
achats qui seraient couverts par des revenus fédéraux. Donc on voit là encore qu'il s'agit de transférer des revenus fédéraux en direction des banques privées pour continuer le paiement de la dette. Mais en décembre 1791, les prix recommencent à augmenter et s'effondrent totalement en mars 1792. Donc l'éclatement de cette bulle pousse une partie des investisseurs à retirer leurs fonds de la Banque nationale, mettant en danger la banque de Hamilton et mettant en danger d'ailleurs aussi les banques privées, comme celle de New York, qui avaient acheté de ces banques. Et on a appris à cette occasion, comme par hasard, que de nombreux députés fédéralistes, partisans d'Hamilton, que de nombreux officiers du gouvernement faisaient partie des spéculateurs. William Dewar, l'ami de Hamilton, et un certain nombre d'autres financiers se retrouvèrent en cessation de paiement, faire faillite, et sont mis en prison. On apprend que Dewar et deux autres directeurs de la somme, donc de la compagnie industrielle, avaient emprunté, entre guillemets, 800 000 $ à la société pour spéculer à leur profit personnel. Alors donc, non seulement on avait la dette, mais en plus on avait la corruption du gouvernement. C'est-à-dire toutes les peurs des républicains en 1789-90 devenaient réalité en avril 1789. Finalement, Hamilton a réussi à limiter cette panique financière en levant de nouveaux fonds fédéraux, en créant différents montages financiers avec des banques privées, notamment celle du Maryland. Alors, cette gestion de la bulle spéculative montrait qu'il existait autour du secrétariat d'État au Trésor un immense réseau d'État-influence, un immense réseau d'influence qui avait créé une espèce de gouvernement dans le gouvernement. Parce que par le biais de la nomination des contrôleurs, des auditeurs, des percepteurs de douane, des droits, etc., Hamilton contrôlait directement plusieurs centaines d'emplois. Par ailleurs, ses liens directs ou indirects avec les milieux financiers le plaçaient, lui, au centre de toute la circulation des fonds d'État, mais aussi des fonds qui étaient placés dans des banques privées. Et par ailleurs, Hamilton avait ses partisans non seulement au Congrès, mais aussi au Sénat. C'est lui qui écrivait les rapports, c'est lui qui écrivait les discours, c'est lui qui faisait et qui défaisait les majorités. Et on peut dire que son pouvoir était sans beaucoup de limites dans le sein du gouvernement fédéral. À ce réseau d'influence s'ajoutaient des relations étroites avec une grande partie de la presse et le gouvernement, puisque le gouvernement fédéral avait la possibilité de subventionner certains journaux en leur octroyant des contrats d'impression pour la publication des lois. Parce qu'aux États-Unis, il n'existe pas d'imprimerie fédérale à l'époque. Et donc, pour publier les lois, pour les faire connaître, on passait des contrats privés avec des journaux. Et évidemment, le fait de passer des contrats privés avec des journaux faisait de ces journaux les relais privilégiés de la politique de Hamilton. Donc, très concrètement, Hamilton et ses petits amis dirigeaient les trois quarts de la presse. Alors, il y avait eu un Post Office Act en 1792 qui permettait la diffusion des journaux parce que Hamilton et les financiers considéraient que la presse, c'était le moyen d'obtenir cette homogénéité nationale autour de la dette des élites américaines. Et donc, par le biais de son administration, il exerçait un patronage direct, un bureau d'esprit public, pour utiliser l'expression de Roland en 1792, bureau d'esprit public en faveur de sa politique financière. Alors, parmi ces journaux les plus favorables à Hamilton figure par exemple le Columbian Sentinel de Boston, la Gazette des États-Unis à New York, et ces deux journaux affichaient leur volonté de soutenir l'administration en place et rejetaient toute idée de participation démocratique. Pour Fesneau, les citoyens devaient désigner leurs représentants et leur faire confiance pendant la durée de leur mandat, car les intérêts des gouvernements et du peuple étaient selon lui identiques. Tout débat impliquant une critique du gouvernement était donc nécessairement l'œuvre de mécontents ou d'intrigants. Les élus étant les meilleurs des gentlemen, il ne pouvait pas être question de critiquer leur gestion des affaires, puisque le peuple n'avait évidemment pas les capacités ni la sagesse nécessaires pour élaborer les lois. Non seulement Hamilton finança lui-même directement le journal de John Fesneau, mais il engage les souscripteurs de la banque à le financer également. Alors, voilà ma présentation du système de l'économie politique aristocratique de Hamilton. Je vais dire, puisqu'il me reste encore une dizaine de minutes, quelques mots du républicanisme de Jefferson et de Madison, et je parlerai dans la séance suivante de la réponse des républicains à cette économie politique aristocratique.
Donc, je pourrais appeler cette deuxième partie, qui sera très courte, la naissance du Republican Interest. Alors, vous me permettez de fumer une cigarette, si vous ne me le permettez pas, je le fais quand même. Voilà. Alors, le républicanisme de Jefferson et de Madison et des futurs membres de ce qu'on appelle le Parti républicain s'appuie lui aussi sur les mêmes sources françaises et anglaises que Hamilton et Adams, mais il était tout à fait différent. Fondamentalement, Jefferson et Madison se situent dans la tradition du républicanisme Whig anglais des XVIIe et XVIIIe siècles. Jefferson considérait les républicains américains de 91-92 comme des vrais Whigs, les true Whigs, se situant dans l'héritage de Needham, de Sidney, de Trenchard, de Gordon, etc. Cette tradition républicaine radicale avait été retravaillée pendant la Révolution américaine, dans les textes de Jefferson, bien sûr, mais aussi dans ceux de Paine, dont Jefferson était très proche à bien des égards. Pour Jefferson, la République ne se limitait pas à une forme de gouvernement, mais elle était une forme politique et sociale que devait prendre une société libre. Pour Jefferson, l'économie politique d'une nation ne se réduisait pas à un économisme, comme on dirait aujourd'hui. Il existait donc nécessairement un lien étroit entre ordre social et économique et forme et pratique politique des gouvernements. L'existence et le maintien d'une république dépendaient non seulement des institutions, mais aussi et surtout des mœurs, au sens de Montesquieu. À la question classique du républicanisme, à savoir comment maintenir la liberté dans un État populaire, Jefferson, comme Sidney d'ailleurs, répondait que le problème de la République ne venait pas de la licence populaire ou des excès de la liberté, comme le disait Hamilton, mais venait de la corruption et des abus de pouvoir des gouvernements. On connaît, comme vous connaissez peut-être, la formule de Jefferson, selon laquelle les excès de la liberté prévenaient la dégénérescence des gouvernements et encourageaient l'attention des citoyens quant aux affaires publiques. Il écrit même en 1787 au sujet de la rébellion de Shays, alors je vais vous le citer en anglais et puis je le traduirai, que « A little rebellion now and then is a good thing ». Une petite rébellion de temps à autre est une bonne chose. « And is necessary in the political world as the storms in the physical ». Et est aussi nécessaire dans le monde politique que les orages le sont dans le monde physique. Pour Jefferson, les insurrections étaient nécessaires car « the tree of liberty must be refreshed from time to time with the blood of patriots and tyrants. It is its natural manure. » L'arbre de la liberté doit être rafraîchi de temps en temps avec le sang des patriotes et des tyrans, c'est son engrais naturel. Comme Saint-Just le dira un peu plus tard, Jefferson pensait que les peuples n'avaient pas de pires ennemis que leur propre gouvernement. Madison était un petit peu moins indulgent que Jefferson à l'égard des insurrections populaires et moins méfiant à l'égard des gouvernements en général. Il avait d'ailleurs beaucoup réfléchi à la question de la tyrannie de la majorité dans les Federalist Papers de 1787. Il expliquait notamment que dans un gouvernement populaire, la majorité pouvait être tentée d'opprimer les minorités, notamment en matière religieuse et dans le domaine de la liberté d'expression et d'opinion. C'est plutôt dans ce domaine-là, plutôt dans celui de la propriété. C'est pour ça un gouvernement fédéral strictement limité et un système de checks and balances, d'équilibre, de balance bien conçu, lui apparaissait comme une des solutions du problème de la stabilité des républiques populaires. Bien qu'étant à la pointe du mouvement fédéraliste en 1787, Madison ne partageait pas du tout le programme nationaliste de Morris et Hamilton. Selon Madison, la Constitution avait mis en place un gouvernement mixte, à la fois national et fédéral, dans lequel les États fédérés restaient souverains dans la quasi-totalité des domaines. La formule qu'il utilise, c'est « les pouvoirs des gouvernements sont numerous and infinite », nombreux et infinis, sur tous les sujets qui concernent les vies, les libertés, the properties, la propriété du peuple, l'ordre interne, l'amélioration et la prospérité des États. Et donc, pour lui, les États fédérés, n'avaient délégué à l'État fédéral qu'un certain nombre de pouvoirs très délimités, très encadrés, et le gouvernement fédéral ne devait jamais sortir du cadre qui lui a été fixé. Jefferson était encore plus attaché que Madison au pouvoir souverain des États, même s'il était d'accord avec le fait qu'il fallait un gouvernement fédéral, mais il considérait que dans le cadre d'une usurpation
mais d'une tyrannie fédérale, l'usurpation de la tyrannie fédérale serait beaucoup plus dangereuse pour la liberté qu'un éventuel éclatement de l'Union qu'il ne voulait pas néanmoins. Pour Madison et surtout pour Jefferson, la liberté en Amérique et son expérience républicaine étaient soumises à plusieurs dangers fondamentaux. Le premier danger était le danger externe, puisque les Anglais, selon lui, n'avaient pas renoncé à reprendre leur revanche. Rappelons que les États-Unis étaient toujours en 1789 sous la menace militaire que représentait le Canada et les forts du Nord-Ouest qui étaient occupés par les Britanniques. Ils devaient les évacuer, ils n'avaient pas évacué. Sans parler du danger des Espagnols au sud. D'ailleurs, des tendances centrifuges s'étaient manifestées dans le nord-est et dans le sud, et les Anglais ne se privaient pas d'opposer les États entre eux pour les diviser. Le second danger était à la fois externe et interne. Pour rester une société libre, vertueuse et républicaine, la société américaine devait se tourner vers l'intérieur du continent et rester le plus possible à l'écart de la politique européenne, tout en œuvrant à ouvrir les marchés européens et coloniaux à l'exportation des produits agricoles américains, ainsi qu'au commerce de transit entre ces espaces. Ça veut dire que pour Jefferson, qui n'était pas un agrarien, mais un républicain, il fallait développer l'agriculture vers l'ouest, non pas simplement pour développer l'agriculture, mais pour permettre une distribution égalitaire de la propriété indépendante, condition essentielle de la liberté de non-domination, pour reprendre l'expression petite, qui fonde le républicanisme. Cela supposait évidemment de réaliser une deuxième indépendance, l'indépendance économique à l'égard de l'Angleterre. Cette politique nécessitait de négocier avec les puissances maritimes et coloniales, les Hollandais, les Espagnols, les Français, pour obtenir des assouplissements des différents types d'exclusifs qui limitaient le commerce américain. Jefferson et Madison avaient une analyse du commerce atlantique comme étant asymétrique. Pour eux, la République américaine, dont la population était surtout composée de fermiers et de travailleurs indépendants, n'avait pas beaucoup de besoin de produits manufacturés européens. Et donc le luxe et les superfluités nécessaires au few pouvaient être taxés lourdement sans que ça gêne les riches. Donc ils se prononçaient pour des taxes progressives très importantes sur les articles de luxe et favoriser au contraire le développement des manufactures domestiques de petite ou moyenne taille. C'est-à-dire que Jefferson n'est pas contre l'industrie, il est contre la grande industrie, ce qui n'est pas du tout la même chose. Donc pour les deux hommes, l'influence économique anglaise et le luxe européen était le cheval de Troie de l'influence aristocratique et monarchique subsistant en Amérique malgré la Révolution. C'est-à-dire que favoriser les négociants qui commerçaient avec l'Angleterre, c'était favoriser l'esprit aristocratique et l'esprit monarchique et affaiblir l'esprit républicain. Il fallait donc réaliser l'indépendance économique. Le troisième danger, le plus grave sans doute, et je terminerai là-dessus, c'était que la prospérité américaine risquait d'apporter la croissance des inégalités de richesse et de propriété qui amènerait le développement du luxe, corrélé avec la dépendance à l'égard du marché britannique. Pour Jefferson et Madison, ce processus était particulièrement à craindre dans le nord-est, puisque les villes portuaires, les grandes villes portuaires du nord-est, vivaient du commerce avec l'Angleterre. Et donc, si les Américains se concentraient dans les villes au lieu de mettre en valeur l'Ouest, le risque était grand de voir se reproduire en Amérique le processus de prolétarisation, bon, il n'utilise pas ce terme-là, mais c'est ça que ça veut dire, de prolétarisation d'une population misérable travaillant dans des grandes manufactures. La dépendance des producteurs produirait fatalement leur asservissement, la servité qui en découlerait et étoufferait la vertu républicaine et préparerait les conditions d'un despotisme. Et donc, Jefferson est totalement opposé à la grande manufacture qu'il considère comme intrinsèquement destructrice du républicanisme. Donc Jefferson est un anticapitaliste dans ce sens-là, pas au sens actuel du terme évident. Donc pour Madison, la révolution n'avait pas été, et Jefferson, la révolution n'avait pas été seulement une lutte pour l'indépendance et la liberté, mais aussi une bataille contre un système économique qui associait dette publique, spéculation, inégalité sociale, expropriation de la paysannerie, développement des grandes manufactures et misère populaire. C'est-à-dire un système d'économie politique aristocratique au service du few contre le many. De leur point de vue, c'est l'anglophobie de Jefferson et de Madison, là aussi, n'était pas une anglophobie de maniaque. C'était un projet de société qu'ils rejetaient. Alors, je m'arrête là pour aujourd'hui. Donc, on va ouvrir la discussion. Et donc, la prochaine fois, je vous présenterai les réponses
de Jefferson, Madison et du Parti républicain à la politique extérieure, à la politique financière de Hamilton.